Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvel épisode du cycle des masterclass de l'opération Milliard sur le partage de la valeur. On parle ce soir des dividendes alternatifs, des dividendes sociétaux, mais aussi d'une autre façon de redistribuer ou de valoriser les richesses et la valeur sur les dividendes climatiques. On a deux invités pour ça ce soir qui sont Laurent Berger et Laura Bollier qui vont prendre la parole l'un après l'autre. Le but des masterclass de l'opération Milliard, c'est vraiment d'apprendre des choses, de comprendre comment fonctionne la notion de valeur, la notion de richesse, comment on se la répartit et comment on la redistribue là où elle a du sens. À l'opération Milliard, on aime bien dire comment on met l'argent là où il compte vraiment et notamment sur les sujets de transition juste. Alors, ce soir, je vous disais, on a deux invités, Laurent Berger et Laura Bollier. On va commencer avec vous, Laurent Berger. L'idée, c'est de partager ensemble euh, la philosophie autour des dividendes sociétaux. Qu'est-ce qui commence à émerger, comment ça fonctionne. Pour toutes et tous les participants, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On prendra aussi quelques minutes à la fin de l'intervention de Laura et à la fin de l'intervention de Laurent pour que vous puissiez vous poser vos questions directement. Mais Laurent, c'est à vous. Peut-être euh, comment ce sujet est venu, comment ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Moi, je vais vous parler de l'expérience d'un groupe coopératif et mutualiste qui est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, hein. C'est à partir d'un exemple concret de ce qu'on a mis en place en termes de dividendes sociétales. Comment c'est venu? Je crois qu'il faut déjà partir de ce qu'est un groupe comme le nôtre, hein. C'est un groupe. On a coutume de dire que le mutualisme, c'est finalement la mère ou le père de toutes les misères. C'est-à-dire, en gros, quand à la fin du 19e siècle, le mutualisme prend son essor dans différents domaines d'ailleurs, c'est souvent pour que on se protège les uns les autres et finalement on s'émancipe collectivement de situations économiques, sociales qui nous sont faites, qu'on soit paysans pauvres, c'était le cas du Crédit Mutuel, hein, pour lutter contre les usuriers, ou qu'on soit travailleur, c'est le cas de d'autres types de mutuelles et du Crédit Mutuel aussi d'ailleurs, pour voilà dans le monde du travail, etc. Mais et donc, c'est important de le dire, mais fais tout de suite un petit ainsi. C'est imaginer une répartition de la valeur différente de celle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. C'est pas réservé au modèle mutualiste et coopératif. Je préfère le dire tout de suite, puisque le modèle que nous avons, enfin ce que nous avons mis en place il y a maintenant un peu plus de 3 ans, c'est ce qu'on appelle le dividende sociétal. Alors pourquoi on a mis ce dividende sociétal avant que je vous l'explique comment ça fonctionne en place? Pour une raison simple, c'est que le groupe a décidé d'adopter, lorsque ce statut est apparu assez vite, le statut d'entreprise à mission, avec ce sentiment que, au-delà de son activité propre, et je reviendrai aussi, si vous voulez, dans les discussions sur le fait que imaginer un autre partage de la valeur, ça ne veut pas dire renoncer à la création de valeur. C'est au contraire vouloir la répartir autrement. Mais au-delà de son activité de banque assurance, le groupe se voulait, en plus de son statut mutualiste, se donner comme responsabilité, d'une certaine manière, d'avoir un impact positif sur le monde le monde qui l'entoure et la société. Et donc est née l'idée d'un partage de la valeur qui soit un peu différent. Alors dans un groupe mutualiste, on peut faire la critique assez facilement que, étant de l'économie sociale et solidaire, il n'y ait pas de versement de dividendes à quiconque, pas pas non plus de de salaire variable dans l'entreprise pour les dirigeants en fonction de la performance, etc. Et donc la valeur se partageait entre l'investissement pour développer de l'activité, entre les fonds propres qui sont très importants dans un monde bancaire parce qu'il y a des règles de fonds propres à tenir, et une répartition à l'intérieur de l'entreprise de la valeur à travers des politiques salariales et des politiques sociales qui étaient plutôt mon passé me permettrait de dire, sans être jugé sur le sujet, qui était plutôt favorable à ce que j'ai bien rencontré dans bien d'autres entreprises, hein, voilà. Mais
les dirigeants à ce moment-là se sont dit oui, mais c'est bien gentil, mais il y a quand même des enjeux aujourd'hui environnementaux, des enjeux sociétaux avec la progression des inégalités sur lesquels on peut agir et on fait des choses. Hein. Le groupe était engagé, notamment par son modèle mutualiste, soit au niveau local, soit au niveau plus global, plus national, était engagé sur un certain nombre d'actions, mais on n'est pas totalement à la hauteur de ce qu'on pourrait faire vu aujourd'hui les résultats du groupe. Et donc en 2023, le groupe décide, dans une délibération, les élus mutualistes, hein, c'est encore un mutualisme assez vivant en termes démocratiques, hein, avec des responsables finalement du groupe qui sont les émanations des sociétaires et donc des élus dans les caisses locales de crédit mutuel, décident de créer ce dividende sociétal et d'y allouer 15% du résultat net. Alors, pour faire quoi? Bah, c'est en 3 directions. Alors, il y a du débat hein, à ce moment-là. On va pas se raconter l'histoire. Il y a du débat de 2 ordres que je pourrais résumer ainsi. Une partie des élus qui potentiellement peuvent se dire mais est-ce que c'est à nous de venir, par exemple, sur le sujet des inégalités, suppléer des défaillances de politique publique? Voilà, il peut y avoir ce type de débat. Il y a le débat avec les représentants des salariés en disant mais puisqu'on peut répartir un peu plus de valeur, enfin puisqu'on n'est pas soumis à de la contrainte actionnariale classique, pourquoi ne pas le reverser encore plus massivement auprès des salariés du groupe? Des sujets qui continuent d'animer hein, parfois les assemblées mutualistes et les assemblées de gouvernance. Mais il est quand même décidé de le faire à 15%. Alors 15%, là aussi, le chiffre fait débat, hein, parce que à ce moment-là, c'est pas anodin. Pour vous dire un peu sur les résultats de l'année 2025, ça correspond à environ 630 millions d'euros reversés dans ce cadre de ce dividende sociétal. Et il est décidé en 2023 de le faire en trois volets, 3 piliers de ce dividende sociétal. Je précise aussi, petit incise, que tout ça est jeune et que est encore soumis à perfection. On est sans arrêt en réflexion sur comment on anime ce dividende sociétal. Est-ce qu'on fait des erreurs? Et on en fait forcément. Comment on le réoriente? Comment on voit entre les différents piliers la répartition? Mais il y a un premier pilier qui est de dire les enjeux de transformation sont extrêmement forts, que ce soit sur la question de la transition environnementale, on pourrait même parler dans le groupe, on parle de révolution écologique à mener, et très très fort aussi sur les enjeux d'inégalité, et qu'une partie des réponses sont des réponses pas seulement de court terme, mais aussi de façon structurelle, c'est-à-dire de permettre d'investir dans des solutions qui, sur le moyen long terme, permettent de réduire les impacts carbone d'un certain nombre d'activités, permettent de réduire de résorber une partie des inégalités ou des problèmes de société auxquels on peut être soumis, etc. Et donc, ça, c'est pour dire que une partie, le premier pilier de ce dividende sociétal, c'est pour nourrir un fonds un fonds à impact qui s'appelle le Fonds Révolution environnementale et solidaire, et qui prend des participations dans des entreprises, pas que des entreprises, hein, aussi en soutien à des projets qui visent à réduire l'empreinte écologique d'un certain nombre d'activités. Donc des entreprises qui, à un moment donné, souvent des jeunes entreprises qui ont besoin d'un développement avec de nouvelles solutions, ou des solutions plutôt sociétales, d'habitat partagé, etc. Tout ça avec un fonds impact qui fait ses choix sur le sens et l'impact souhaité de la solution, et pas sur le résultat. C'est-à-dire avec une prise de risque possible et l'idée que ça puisse perdre. Ça perd pas à tous les coups, ça perd parfois. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché pour différentes raisons. Pas envie de citer l'entreprise, mais qui n'ont pas des petites entreprises qui n'ont pas fonctionné parce que la solution n'était pas totalement mature, etc. Mais d'autres, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Il y a des choses autour. Je peux prendre des exemples
de développement, enfin d'entreprises agroalimentaires qui investissent davantage totalement dans des processus bio. Il y a des choses autour de la production d'acier décarboné, etc. Donc plutôt en accompagnement de petites entreprises. Donc ça, c'est ce fonds Révolution, et dedans, il y a aussi, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, on a aussi décidé d'investir dans des forêts pour notamment ralentir l'exploitation d'un certain nombre de forêts en France, hein, c'est 4 forêts aujourd'hui, pour leur permettre de se régénérer. Donc, c'est des choix qui sont faits, sur lesquels on discute en permanence et qu'on peut réorienter, mais voilà. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement de nos sociétaires. Il y a un groupe mutualiste, hein. Le mutualisme, c'est le regroupement de sociétaires qui donc le font sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, en Crédit Mutuel, il y a environ 80% des clients du Crédit Mutuel qui sont des sociétaires, et donc qui sont des mutualistes. Et c'est le développement d'offres pour nos clients, y compris d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas sociétaires, qui ont des portées à portée sociale ou environnementale. Alors là, je peux prendre tout un tas d'exemples, hein. C'est l'accompagnement, c'est des prêts à taux zéro, ou c'est de l'accompagnement de personnes pour de la mobilité douce, c'est de l'accompagnement de personnes en situation de rupture ou de fragilité ou de vulnérabilité. Tout ça avec des mécanismes en termes de mécanismes bancaires qui peuvent être ou assurantiels qui peuvent être qui peuvent prendre des formes un peu différentes, mais qui sont souvent avec des zéro marge pour nous, voire des marges négatives, parce que ce choix-là est fait d'accompagner les femmes victimes de violences, et tout ça souvent à l'ouverture d'un compte anonymisé, tout ça souvent appuyé avec des associations ou avec des partenaires extérieurs, pour lesquels on n'est pas forcément des opérateurs directs. Pour certains, on l'est, mais pas pour d'autres. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Alors, je vais encore une insiste, c'est des offres qui sont faites, mais si on réfléchit bien, et c'est pour pallier une critique et répondre déjà à une critique potentielle, c'est oui, ça rapporte, enfin, potentiellement, ça a aussi un impact commercial, hein. C'est-à-dire que et c'est pas fait pour ça au départ, mais je vous prends un exemple, un soutien aux étudiants pour des familles qui sont en situation plus difficile. Enfin, on a étudié toutes les périodes de vulnérabilité. On sait par exemple que l'entrée d'un jeune dans une famille plutôt modeste en études, c'est une zone de fragilité financière et potentiellement de difficulté. Avoir des mécanismes d'accompagnement de ces jeunes et de leurs familles, ça répond à une partie de la difficulté, mais potentiellement ça vous fidélise un jeune aussi, hein, parce qu'on s'en souvient un peu. Et voilà, donc tout ça est pas, c'est tout ça pour dire que assumer une part de responsabilité, y compris sur un partage de la valeur qui soit un peu différent, et d'avoir des marges négatives, c'est pas anti-business non plus, quoi. Alors ça peut choquer, je sais, parce qu'on aime bien les choses un peu puristes, etc. Moi, je suis pas de ceux-là. Moi, je suis plutôt dans la nuance depuis longtemps, et je pense que c'est important d'assumer ça et de pas essayer de pas être sans justifier de façon en réponse négative, mais plutôt de dire que c'est pas fait pour ça au départ, mais on s'aperçoit par exemple quand on fait un prêt à taux zéro pour des vélos, il y a un peu de débat entre nous, on se dit mince, c'est un truc de bobo quand même parisien, on va financer des vélos cargo, etc. Bah pas que en fait. Quand on regarde bien, ça finance pas mal dans les zones rurales de vélos, aussi électriques, ça génère de la mobilité douce. Et c'est pas que pour acheter des vélos à 3 000 ou 4 000 balles. Il y a aussi ça sans doute, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, c'est encore, enfin c'est pas en construction, c'est en cours, mais ça nécessite du débat permanent. Puis le troisième pilier, c'est le pilier du mécénat. Par ce dividende sociétal, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale est devenue la première fondation d'entreprise privée en France, avec un budget qui dépasse les 60 millions d'euros, et qui fait que dans le monde qu'on est en train de traverser, avec une difficulté croissante des associations à assumer leur mission, pour notamment une part des investissements publics dans le monde associatif, je peux vous assurer que c'est bienvenu, quoi.
Et ça, on le fait sur tout un tas de sujets. Alors, on le fait sur des choses caritatives euh, et qui sont extrêmement importantes autour des organisations, des ONG caritatives. On le fait sur le soutien aux réfugiés. On le fait sur le soutien à SOS Méditerranée. On le fait aussi sur des sujets environnementaux avec des appels à la biodiversité, des appels à projets sur la biodiversité avec des associations plus locales. On le fait sur tout un tas de sujets autour de l'enfance et notamment des gros projets autour des jeunes de l'ASE et les jeunes sortant de l'ASE, là, en partenariat avec d'autres, etc. Ça fait, ce volet mécénat est un volet extrêmement important. Donc là, qui est plus classique dans son fonctionnement, mais qui, par un partage de la valeur qui est assumé à 15% du résultat net, fait qu'on a une fondation aujourd'hui qui est une fondation qui a une forme de puissance financière qui permet d'accompagner sur la durée le monde associatif et pas au coup par coup, y compris avec des choses qui sont ancrées, avec des financements pluriannuels établis, etc. Donc voilà, et donc l'enjeu, il n'est pas de dire que toutes les entreprises doivent faire cela. La critique qui est souvent faite, c'est de dire oui, mais c'est normal, c'est un groupe de banques assurances qui gagne de l'argent, qui a des résultats positifs. C'est vrai. Mais 15% de 100, c'est 15% de 10 000, 15% de 100 000. Aucune entreprise, quand il y a résultat, on parle bien de résultat, de pourcentage de résultat, aucune entreprise est dans l'incapacité de faire la même chose, potentiellement. D'ailleurs, il y a une autre entreprise qui le fait à un niveau moindre, puisque les résultats sont moindres, c'est la Maïf. Depuis, on essaye de créer un petit mouvement en disant au moins sur la répartition de la valeur, est-ce que ça permet de réfléchir, est-ce qu'on pourrait lancer? Il y a des choses qui fonctionnent, mais on voit bien qu'il y a un peu de réticence à aller là-dedans parce que ça inscrit dans le marbre le fait qu'une partie de la valeur créée, on doit la restituer à la société. Alors, sur des mécanismes divers, encore une fois, notre mécanisme, il n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on perfectionne d'année en année. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Euh, et qui est encore soumis à débat, hein, y compris l'équilibre avec la répartition de la valeur en interne est posé en permanence. Et moi, je pense que ces débats-là sont sains, parce que s'il y a une chose auquel je crois, et ça étonnera personne, c'est ces sujets-là doivent pas être des mécanismes qui sont développés selon la seule bonne volonté du patron, et des sujets qui doivent être débattus. C'est-à-dire que le sujet de la répartition de la valeur sont des sujets qui sont des sujets de dialogue dans l'entreprise et de dialogue notamment avec les représentants des travailleurs. Merci. Je laisse celles et ceux qui ont des questions lever la main si vous voulez ou les poser. Moi, j'en ai une première justement qui était euh, l'implication, et vous avez ouvert la porte sur le sujet démocratique, sur le sujet implication des salariés dans la décision de ce qu'on fait de ce partage de la valeur financière. Et vous disiez au début, il y a eu un débat sur quid du fait qu'on remplace ou qu'on vient pallier aux défaillances des politiques publiques, mais aussi vous disiez il y avait eu un débat sur cette valeur, est-ce qu'elle va pas aller plus aux salariés? Comment peut-être vous avez comment ça a été traité, ou est-ce que c'est un sujet qui revient régulièrement? Bon, d'abord, il faut le dire, et puis on va pas s'en cacher. Enfin, de toute façon, c'est connu. On parle d'une entreprise qui fait des résultats, enfin, une grande entreprise d'abord. Hein, c'est 80 000, plus de 80 000 salariés, avec beaucoup de filiales, etc., et qui fait du résultat. Et donc qui permet historiquement, qui est dans une logique de redistribution. Nous, on a un président de groupe qui est un représentant des mutualistes qui dit on veut être le mieux-disant social de la place de Paris, quoi. Donc forcément, donc c'est pas un sujet de il n'y a pas eu un choix à faire entre est-ce qu'on continue des politiques salariales et d'intéressement et de participation bénéfiques pour les salariés, ou est-ce qu'on fait du dividende sociétal au service de nos ambitions environnementales et solidaires. Les deux sont possibles dans cette configuration-là. Les deux sont possibles. Et donc, mais c'est vrai que si vous rétractez des 15% dont vous parlez, vous nourrissez sans doute un peu plus de fonds propres et potentiellement, vous pouvez très bien, dans cette période d'inflation, des salariés peuvent dire, bah, dans ce cas, moi j'ai eu dans certaines assemblées de salariés,
notre gouvernance mutualiste, elle intègre les représentants des salariés. Hein. On a eu des choses en disant est-ce qu'il faut filer un coup de main au resto du cœur plutôt qu'augmenter un peu plus les salaires des salariés de la banque. Moi, il n'y a aucun débat que je trouve néfaste. Hein. À chaque fois, ça permet de discuter et de s'apporter de l'éclairage, mais euh, c'est globalement accepté. Enfin, on a aussi, on est en train de finir un baromètre sur les salariés pour voir comment ils perçoivent notre engagement sociétal. Bon, c'est aussi un élément de fierté dans une entreprise quand on peut dire que son entreprise, elle file un coup, elle est un gros financeur de SOS Méditerranée qui sauve des gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Bon, sauf à être un monstre, normalement, ça donne quelques éléments de fierté, quoi. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça sur lesquelles aussi il y a une forme d'embarquement des salariés qui se joue aussi, au-delà de l'aspect financier. Merci. Alors, on a une question de Benoît et après, on aura une question de Julien. Et après, je poserai la question de Cédric qui a été écrite dans le chat. Benoît. Oui, bonjour. Je m'appelle Benoît Granger. Je ne sais pas pourquoi, il y a juste mon prénom, mais peu importe. Benoît Granger, je fais partie du CIES, du Comité intersyndical de l'épargne salariale. Laurent connaît évidemment. Euh, ma question, ça porte sur les labels. J'avais entendu parler de ce fonds. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu apparaître comme un fonds labellisé. Vous recherchez, enfin le Crédit Mutuel recherche ou pas la labellisation, que ce soit d'ailleurs CIES ou Finansol, si c'est un fonds solidaire, logiquement, il devrait être aussi labellisé Finansol. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'en dis que, d'abord, le CIES, c'est un vieux truc. D'ailleurs, ça a été monté à un moment donné par, entre autres, une organisation syndicale, mais toutes les organisations syndicales, enfin presque toutes y participent, par un Et gars la qui s'appelle CFDT. La Nicolas. CFDT était moteur, oui, ça je le sais. Il s'appelle Nicolas Terry, qui a été président du groupe jusqu'à Crédit Mutuel Alliance Fédérale jusqu'il n'y a pas très longtemps, quoi. Euh, mais sur le fond Révolution, on n'a pas cherché spécialement de label ou de labellisation. Après, sur d'autres fonds qui peuvent exister, hein, des fonds à impact qu'on peut avoir ou des fonds d'investissement, on rechigne pas à aller chercher le label. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Il y a pas, moi, je dirais jamais que toutes les entreprises doivent faire la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a démarré en janvier 2023, que Ouais. le processus de décision a été un peu au pas de charge parce qu'on voulait le faire, le groupe voulait le faire. Et quand je dis on, en janvier 2023, vous vous rappelez peut-être que je n'étais pas là. Ils voulaient le faire. Et maintenant, on est aussi en phase d'adaptation de ce qu'on a fait. Ils ont voulu démarrer très vite, on a démarré très vite, mais on n'a pas, enfin, on est encore en perfection, quoi. Et donc peut-être en allant chercher des labels. Merci. Julien. Oui, bonjour, Julien Chauvet, donc bénévole et militant à l'opération Milliard. J'ai une question, j'ai dû louper quand même une ou deux masterclass de l'opération Milliard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, dans une banque mutualiste, où vont les 85 autres pourcents? Les 85 autres pourcents, ils vont pour presque 20% au partage de la valeur avec les salariés. Je ne vais pas vous cacher qu'arrivant d'un monde de l'ESS, une petite association, ce qui était mon statut quand j'étais salarié et représentant du personnel, j'ai été un peu surpris de voir ce qu'était la convention collective de l'entreprise dans laquelle j'arrivais. Je vous le cache pas. Je connaissais plus le monde de l'agroalimentaire et des services, donc. Mais ils vont à la répartition de la valeur en interne avec les salariés. Pour le reste, ils vont en fait de nourrir des fonds propres. Ça vous a pas échappé que depuis, à juste titre, depuis 2008, les exigences réglementaires sont au fait d'avoir un CET, enfin un rapport, pour dire les choses de façon normale, avoir des fonds propres qui soient importants dans la banque et puis à des opérations et ensuite à des opérations d'investissement comme chaque entreprise doit en faire. On Merci. verse aucun dividende, y compris les sociétaires n'ont pas de reversement de dividende. Personne n'a de reversement de dividende. Donc voilà, ça va là. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une question de Cédric sur la sélection des projets. J'imagine que c'est soit les participations du Fonds Révolution, soit
les projets financés par la fondation, il y a beaucoup de thématiques différentes et il y a beaucoup d'acteurs différents en Oui, France. il y a beaucoup de comitologie Ok. entre nous qui comprennent des représentants du monde, des représentants mutualistes, hein, donc qui sont pas des banquiers et des assureurs, hein, c'est-à-dire que c'est des élus mutualistes qui comprennent, ces comités comprennent aussi évidemment des professionnels, enfin des salariés, hein, des experts de leur sujet du groupe, et comprennent des personnes extérieures. C'est-à-dire que la fondation a et comme le fonds Révolution, a des représentants du monde extérieur pour les choix qui sont opérés. Et quant après aux choix qui sont faits pour la fondation de quelle association est aidée, etc. Ça, c'est les équipes de la fondation avec les élus, les élus mutualistes de la fondation qui le décident. Je sais pas trop, Frédéric, la question sur la répartition égalitaire du capital et des droits de vote, sachant que le Crédit Mutuel fonctionne avec des sociétaires, c'est une banque coopérative, donc ça fonctionne comme une banque coopérative. Je sais pas si Frédéric Un voulait. parlement Alors, mutualiste. ouais, non, en fait, je connaissais pas bien le fonctionnement mutualiste, donc c'est peut-être pas une question pertinente, mais c'est de mieux comprendre en fait à l'intérieur même du groupe comment s'organiser la répartition du capital de l'entreprise et des droits de vote, tout simplement. Voilà. C'est pour un peu élargir au-delà de la notion de partage de Ouais, la valeur. Voilà, c'est tout. du partage du pouvoir au-delà du partage de la valeur, c'est ça? Oui, Il y a un et du parlement capital. mutualiste qui s'appelle une chambre syndicale interfédérale, donc c'est un mot un peu barbare, qui représente 75% de représentants des sociétaires, donc des élus mutualistes, qui sont à proportion du nombre de sociétaires, euh, évidemment, enfin, dans leurs différentes fédérations de crédit mutuel, et puis 25% de représentants des salariés. Et qui, sur les grands choix, qui travaillent par thématique, qui se réunit 2 ou 3 fois par an, et qui participent. Enfin, la dernière fois, on a voté la répartition dans une des commissions de travail, la répartition du dividende sociétal. Et ensuite, il y a des conseils d'administration des différentes entités où il y a là aussi c'est aussi des conseils d'administration composés de mutualistes ou d'administrateurs indépendants. D'accord. Et donc, que vous parliez de partage de la valeur, et après je terminerai, mais toutes les orientations stratégiques, les décisions d'activités stratégiques, etc., c'est aussi décidé au niveau de ces comités. Oui, alors évidemment, avec des gens, moi je vends jamais du rêve ou des choses fausses, avec des gens qui préparent les dossiers, hein. C'est-à-dire qu'avec des équipes d'exécution, moi aujourd'hui je suis le directeur ESG du groupe, il y a une équipe de 50 personnes ici, forcément que une partie des décisions sont un peu préparées, mais in fine, oui, il y a une validation d'abord on a un groupe qui est présidé par un président qui est le représentant des sociétaires, et et on va, enfin, les décisions à la fin sont prises dans les instances mutualistes. Mais ça pourra valoir le coup qu'on représente les fonctionnements des différentes structures, parce que là, on a fait un cycle sur le partage de la valeur, mais on pourrait faire un cycle sur le partage du pouvoir et du partage des décisions et de la gouvernance dans les organisations. En tout cas, je me le note. Merci beaucoup, Laurent, pour ces éléments. On va passer à... là, on a parlé répartition des dividendes au sens dividende, c'est-à-dire répartition de la valeur financière. Mais il y a aussi d'autres façons de parler de valeur et de comptabiliser la valeur. Et Oui, c'est pour ça. juste le dernier mot, c'est dividende parce que j'ai pas dit, j'aurais dû le dire. C'était évidemment une forme de clin d'œil au monde capitalistique. Tout à fait. Quand ça Et a il y a un... été créé, il y avait un petit peu de malice, quoi, de la part notamment de Nicolas Thierry, je pense, qui était président du groupe à l'époque, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a encore plus de malice quand on parle de dividende climat, puisque l'idée, c'est de justement ouvrir ce sujet sur des valeurs qui sont pas forcément financières. Et donc, pour ça, on a Laura Bollier. Laura, je te laisse peut-être te présenter, partager tes slides, puisque tu as quelques slides. Oui, carrément. Bah, merci beaucoup, Fanny. Merci à toute l'équipe de l'Opération Milliard. Et effectivement, c'est chouette de passer après
un dividende déjà assez alternatif comme celui qu'a présenté Laurent. Moi, je vais vous parler d'un autre type de dividende, effectivement. Et peut-être avant de rentrer dans une présentation très concrète, effectivement, quand on parle du partage de la valeur, il y a comment on partage la valeur économique, parce que bon, c'est quand même aujourd'hui la valeur qui compte et qui fait que tout le monde mange, donc c'est quand même assez important. Et donc là, les initiatives comme celle qu'a présentée Laurent sont hyper intéressantes, même si elles ne résolvent pas tous les problèmes, partage de pouvoir et autres, mais peuvent apporter énormément. Nous, on travaille sur quelque chose de peut-être un tout petit peu en amont, qui est de se dire, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas regarder aussi ce que c'est créer de la valeur et se dire qu'il n'y a pas que créer de l'argent qui compte. Et en fait, créer des choses qui comptent, mais qu'on ne sait pas aujourd'hui très bien compter et donc valoriser, on devrait pouvoir le faire. Créer du lien, créer des conditions respectables et habitables dans notre planète et donc contribuer par exemple à la décarbonation, et c'est ce dont je vais vous parler. Ça, c'est une valeur aussi, une valeur un peu plus aujourd'hui malheureusement théorique, climatique, humaine, sociale et sociétale. Et donc c'est vraiment ça, nous on cherche à faire reconnaître un autre type de valeur qui vient en complément. Et après, évidemment, le jour où tout le monde se tirera la bourre sur cette valeur économique, on pourra aussi travailler encore plus son partage, mais il y a déjà un peu de travail plus en amont pour la faire reconnaître. Donc voilà, c'est juste pour montrer comment les deux, je trouve, des initiatives se complètent hyper bien, mais sont toutes les deux des clins d'œil aux dividendes, mais sont toutes les deux pas vraiment des dividendes, Oui, finalement. c'est ça. Euh, et du coup, je vais effectivement essayer de partager mes slides parce que j'en ai fait, donc je vais vous les montrer, mais j'y arrivais très bien quand on était en répétition, et là, je ne vois plus. Ça y est, c'est bon. J'ai l'impression d'être... Hop. Est-ce que vous voyez mes slides? C'est bon. Super. Également, enfin voilà, j'utilise un support parce que je sais que ça aide notamment à 18h30, mais n'hésitez pas à m'interrompre ou à parler en direct. J'ai pas forcément de problème à être interrompue du tout. Donc aujourd'hui, moi, je viens vous présenter donc une association, donc loi 1901 d'intérêt général, qui s'appelle l'association Dividende Climat ou Climate Dividends, qui a été cofondée début 2023 par une série d'acteurs, dont l'ADEME que vous devez connaître et d'autres acteurs, Team for the Planet, Mirova, etc. Euh, et aujourd'hui, avec une ambition qui est assez large, qui est de contribuer à accélérer le financement de la transition. Je pense que c'est un objectif partagé par beaucoup de gens ici ce soir, avec une approche du coup qui était de se dire, est-ce qu'on n'arriverait pas à rendre la performance extra-financière aussi importante que la performance financière? En tout cas, comment on essaye de tendre vers ça? Parce que si on fait ça, naturellement, et mes guillemets comptent, hein, mais les financements vont aussi plus facilement venir financer cette transition. Cette ambition, elle est très large et donc du coup, on a choisi de commencer par un sujet qui est celui de la performance climatique et donc comment on encourage le financement dans des solutions climatiques qui contribuent à la neutralité carbone en les aidant à rendre leur performance plus mesurable. Euh, Avant, juste peut-être ça, mais donc moi, je suis la directrice générale de l'association qui est présidée par Brune Poirson, l'ancienne secrétaire d'État à la transition. Et on est une petite équipe, beaucoup plus petite que le Crédit Mutuel, évidemment, mais avec des formats hybrides aussi, puisque comme une association, on a des salariés, des bénévoles, un conseil d'administration. Je crois qu'il y a Leïla, notre trésorière, future trésorière officielle, qui est dans la salle aussi, enfin la salle virtuelle de ce soir. Euh, et donc, si on regarde très concrètement, nous, ce dont on s'attaque en premier lieu, c'est de se dire, les solutions climatiques, Laurent l'a assez bien dit par ailleurs, elles ne sont pas encore assez financées, pour plein de raisons évidemment, mais notamment, nous, on considère que c'est parce qu'elles ne sont pas valorisées pour ce qu'elles apportent comme valeur et de la manière dont il le faudrait. Si on prend un exemple très concret, aujourd'hui, si vous êtes, je crois que j'ai vu, Laurent, corrige si j'ai faux, mais vous avez investi chez Néolith, non? Qui fait du Mm. ciment bas carbone. Donc on peut prendre ça comme exemple, ça permet de faire le lien. Si vous êtes une entreprise donc, comme Néolith qui fait du ciment bas carbone, bah, en fait, vous êtes quand même assez polluant parce que vous faites quand même du ciment. Donc, les émissions induites de votre solution, elles existent, elles sont réelles. Et il faut absolument, évidemment, les reconnaître. Mais ça, aujourd'hui, c'est quand même relativement bien pris en compte, même si ça pourrait l'être plus. En revanche, ce qu'on ne prend pas très bien en compte, c'est que si vous faites ce ciment bas carbone, aujourd'hui, on a quand même un peu besoin de ciment, malheureusement encore, hein.
parce qu'il faut quand même se loger, construire un certain nombre d'infrastructures nécessaires pour la transition, par exemple. Et donc, quand vous vendez du ciment bas carbone à des entreprises, à d'autres entreprises ou à des particuliers, vous les aidez, eux, à réduire leur empreinte carbone. Et donc, vous avez ce qu'on appelle en termes barbares de quota carbone, des émissions évitées. Vous aidez les autres à éviter des émissions, vous avez un impact climatique global positif, puisque vous permettez que l'économie tourne avec moins de carbone. Et cette contribution climatique positive, bah aujourd'hui, elle est difficile à mesurer, c'est pas très standard et donc c'est assez peu pris en compte, à la fois d'un point de vue financier évidemment, mais encore même d'un point de vue impact. Et donc nous, c'est vraiment ça aujourd'hui avec les dividendes climat qu'on vient adresser. C'est comment on va rendre mesurable et valorisable cette contribution climatique positive, en se disant, c'est comme en économie. Aujourd'hui, en économie, ça ne vous viendrait pas à l'idée de regarder que les dépenses. Bah, vous regardez aussi les revenus. Bah là, il n'y a pas de raison de regarder que les dépenses, il faut aussi regarder les revenus. L'un n'efface pas l'autre, mais les deux sont importants. Et donc, les dividendes climat, c'est deux choses. C'est à la fois un référentiel méthodologique en open source et un mécanisme de certification. Si je rentre 2 secondes en détail, mais c'est un référentiel méthodologique qui vient dire comment on mesure ces fameuses émissions évitées. Pour prendre un autre exemple de pas faire que néolithe, toute la truc, si vous êtes une entreprise qui vend des pompes à chaleur, et ben aujourd'hui, si vous dites qu'à chaque fois que vous vendez une pompe à chaleur, vous avez remplacé du charbon, vous allez dire que vous avez un impact incroyable. Sauf qu'en France, réalistiquement, aujourd'hui, quand vous vendez une pompe à chaleur, vous remplacez pas du charbon. Vous remplacez pas mal de gaz, mais vous remplacez aussi peut-être déjà une pompe à chaleur, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont déjà équipés. Et donc, vous voyez que par exemple, définir ce qu'on appelle le scénario de référence, qu'est-ce qui se serait passé sans vous, c'est hyper important parce que si chacun choisit ce qu'il veut, bah, déjà, il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi, c'est le cas. Euh, mais les gens qui disent des choses bien, bah, on sait, ils ne sont pas forcément crédibles et puis on manque terriblement de comparabilité. Et puis quand on n'est pas une entreprise avec peut-être une grosse équipe ESG, on n'a pas forcément les moyens de venir définir et quantifier tout ça. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'avoir un grand cadre générique, c'est ce gros protocole que vous voyez au milieu de ma slide, et ensuite de venir décliner ça dans des méthodos sectoriels. On appelle ça, alors vous allez voir que je suis bourrée d'anglicisme, je travaille, mais je n'y arrive pas du tout, donc désolée d'avance, mais on appelle ça des cookbooks, un peu en mode livre de recettes, puisque l'idée, c'est justement que quand vous êtes une entreprise de la rénovation, de la production d'énergie renouvelable, de la géothermie, de la récupération de chaleur fatale, de véhicules électriques, du déchet, de la circularité, vous puissiez prendre cette recette et la suivre pour venir mesurer et valoriser votre impact. Tout ça, c'est en open source et l'idée, évidemment, on le co-développe à chaque fois avec des acteurs et des experts du secteur. Au-delà de ça, qui est déjà un premier grosse partie, pour justement aider à rendre crédible cette valeur climatique dont on ne sait pas trop parler, pour aller vraiment plus loin, on a développé ce mécanisme de certification qui s'appelle le dividende climat et qui va permettre de convertir les tonnes de CO2, donc évitées ou séquestrées, cet impact positif que vous avez eu, en des dividendes climat que vous allez pouvoir valoriser auprès de vos financiers. Concrètement, ça marche en 5 étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que vous ayez l'idée, il y a évidemment des critères d'éligibilité, notamment que le fait que l'entreprise doit avoir fait son bilan carbone. L'idée, c'est de se dire, bah, on ne parle pas de ce qu'on fait de bien sans savoir ce qu'on fait de mal. Ma métaphore de tout à l'heure marche. Il n'y a pas de raison de ne pas parler des revenus si on parle des charges, mais il n'y a pas de raison d'oublier les charges si on parle des revenus. C'est pareil en carbone. Euh, et puis ensuite, il faut avoir une activité vraiment décarbonante. Est-ce que si vous faites un jet ski moins carboné, est-ce que vous contribuez vraiment à faire un monde compatible 2050? Ça peut se discuter. En revanche, bah, du ciment, malheureusement, on peut considérer quand même qu'on a un certain nombre de besoins, se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer, se chauffer, se refroidir, dont on a a priori, n'en déplaise à notre cher président qui dit parfois qu'on veut redevenir, je sais pas quoi, des Amish, on a quand même prévu de garder un certain nombre de choses, et donc il faut qu'on les fasse d'un point de vue plus bas carbone. Donc si vous êtes une entreprise qui a une ou plusieurs activités décarbonées, vous allez pouvoir rentrer. C'est intéressant juste ce point parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes Néolith, une start-up qui fait que du ciment bas carbone, donc qui est impact by design dans bon français, bah, ça marche. Mais si vous êtes aussi, je sais pas, une entreprise comme Léon Gross, avec lequel on travaille dans le bâtiment, qui fait plein de choses dans de la construction neuve qui sont pas particulièrement décarbonantes, mais qui essaie de déployer sa filière rénovation qui, elle, est extrêmement décarbonante, vous allez pouvoir venir valoriser une partie de votre activité pour justement aider aussi à la transition des modèles des entreprises. Donc, l'entreprise doit être éligible. Ensuite, elle vient évaluer bah, son impact
en respectant les normes, un peu comme quand vous faites votre bilan comptable, vous respectez les normes comptables. Et puis ensuite, il y a un audit, donc pas des auditeurs, comme lorsqu'il y aurait un commissaire aux comptes qui viendrait intervenir, qui va venir valider la conformité de ce que vous avez fait à la méthode Claim et Dividende et les calculs. De dire si vous dites que vous avez vendu juste pas combien de tonnes de ciment, est-ce que c'est vrai? Si tout ça, ça se passe bien, ça va permettre à ce moment-là de convertir les émissions vérifiées en dividendes climat, selon l'équation que je vous présente sous les yeux, une tonne, un dividende, qui sont émis sur un registre public transparent, donc pour vraiment apporter beaucoup de crédibilité et de visibilité, et enfin, qui sont distribués aux financeurs. Là, c'est là où on commence à se faire une petite distorsion avec le vrai concept de dividende, mais ça s'y applique quand même. L'idée, c'était de se dire, un dividende financier, normalement, c'est de l'argent, ça on le sait, mais c'est aussi une preuve de création de valeur économique que vous distribuez. Je pense que, par exemple, Néolith, aujourd'hui, ne distribue pas de dividendes pour l'instant parce qu'ils sont sûrement peut-être pas vraiment rentables. Je ne sais pas, je ne connais pas la situation précise de cette entreprise. En revanche, ils dégagent déjà une valeur climatique, et donc l'idée du dividende climat, c'est d'être un miroir de ce dividende, pas dans la partie financière, mais dans la partie preuve de création de valeur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir distribuer à tous ces financeurs, et là, on fait un prorata, que ce soit de la dette ou du capital, mais aux financeurs, leur quote-part du dividende climat. Donc, par exemple, vous avez 40% en financement d'entreprise, vous allez récupérer 40 des 100 dividendes climat. Et ça permet vraiment deux choses. Ça permet de standardiser cette notion de contribution climatique positive, donc d'une valeur climatique, en ayant quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus comparable, de beaucoup plus accessible pour que ça puisse être fait par tous et toutes, et donc utilisé à la fois côté entreprise et financeur, on y reviendra en 2 secondes, mais aussi aider à cette traçabilité financière, de créer un vrai lien entre l'impact et l'investissement, et créer même une sorte de ROI climatique de c'est quoi mon taux de retour sur la planète. Et d'ailleurs, on pourrait, et c'est l'objectif un jour de l'association, de le décliner sur d'autres notions, hein, pas que sur la planète, mais de se dire pour 1 euro investi, 1 euro prêté, combien je récupère de dividendes climat, et donc quelle est l'efficacité climatique de mon allocation de capital. Donc tout ça, ça aide à rendre tangible et crédible et utilisable cette valeur climatique. Si on donne un peu des exemples concrets de aujourd'hui, comment on traduit ça, déjà la première chose, c'est de donner des exemples. Nous, on utilise les dividendes climat dans des ratios de performance. L'idée, c'est de sortir justement d'un truc qui parle que entre gens qui aiment l'impact et qui sont concernés par ça, et d'essayer de parler au maximum le langage du capitalisme pour le prendre à son propre jeu, puisqu'on lui parle son langage, mais on l'amène sur des sujets de performance climatique. Donc, je vous ai parlé du ROI climatique, mais on peut regarder aussi le premier d'efficacité de climate dividend. C'est une notion de rentabilité carbone, en fait. Je suis capable de générer combien de dividendes climat pour combien de bilan carbone. Donc, en fait, je dépense combien en carbone pour combien j'en gagne. Ou typiquement, l'intensité qu'on a l'habitude de faire sur le négatif, de pouvoir le faire en positif. Et donc, notre objectif, c'est d'ailleurs de construire des référentiels comparables sur ces différents éléments, sur ces différents ratios, pour que ça devienne vraiment des marqueurs de performance. Je pense que vous l'avez compris, et j'irai très vite, mais l'idée du dividende climat, c'est pas d'être je sais plus, je crois que c'était Benoît qui a posé la question, c'est pas un label. Vous n'êtes pas en tant que tel certifié dividende climat, c'est plutôt une métrique qui vient mesurer une création de valeur qui est là, non pas économique, mais climatique, et donc qui ensuite va venir alimenter des référentiels. Et donc typiquement, certains fonds ou certains standards peuvent venir dire, nous, on reconnaît, on se trouve ça intéressant quand une entreprise est à minima capable de faire des dividendes climat, ou quand est-ce qu'elle a un bon ratio de dividendes climat, etc. Au même titre que, je sais pas, la notion d'EBE, c'est globalement positif, mais dans certains contextes, vous allez vouloir avoir un EBE de 20% et dans un autre de 100 parce que vous avez des attentes différentes. Le dividende climat, il est pensé de cette manière. Et une fois que les entreprises, elles viennent vers nous, souvent elles viennent vers nous soit parce qu'elles ont déjà calculé quelque chose et qu'elles veulent se faire challenger, soit parce qu'elles ont besoin d'aide sur comment on le calcule. Et ensuite, elles vont utiliser ça pour 4 grands use cases. Je vais évidemment pas passer les vidéos, mais comme ça, vous aurez les slides après si vous souhaitez les regarder. Le premier, c'est de pouvoir communiquer dessus en étant beaucoup plus à l'aise, sans crainte de greenwashing, parce qu'il y a vraiment une méthodologie beaucoup plus robuste et transparente. Le deuxième, c'est de pouvoir valoriser cet impact dans une stratégie commerciale. Là, je parlais de Léon Grosse tout à l'heure, mais l'idée, c'est que c'est vraiment, par exemple, le directeur commercial de la filière rénovation qui s'en est emparé pour en faire un axe de différenciation, de réponse d'appel à projet, etc.
Le troisième cas, et ça rebondit aussi avec ce que disait Laurent sur la fierté que certains collaborateurs peuvent avoir selon les entreprises, c'est de pouvoir engager les collaborateurs. Moi, j'avais pas trop ça en tête au départ, pour être honnête, mais on a eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient, bah, pour une fois, nos collaborateurs étaient assez heureux parce que c'était de la RSE positive, qui venait pas dire que ce qu'ils faisaient c'était mal, mais qui venait valoriser leur travail. L'être humain est fait comme ça, on pouvait les maximiser, donc c'était plus chouette. Et donc, sachant qu'en plus, ça amène à faire le bilan carbone et les choses positives. C'est pas du tout une histoire d'arbre qui cache la forêt, mais c'est un point d'entrée potentiellement plus positif et de valorisation de marque employeur, etc. Et enfin, évidemment, le dernier cas, c'est que ça aide les entreprises à soutenir leur stratégie financière à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est un KPI, un critère qui peut être utilisé et qui est de plus en plus utilisé, en tout cas, c'est une partie de notre travail, par les acteurs financiers à impact pour soit faire de la sélection de projets, soit de l'engagement, euh, du monitoring. Ça, c'est évidemment le cas avec des fonds. C'est aussi le cas avec des banques avec lesquelles on travaille plus, qui font maintenant des prêts à impact, elles disent. Donc, elles utilisent un certain nombre de critères ESG pour indexer le taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un taux d'intérêt plus faible si vous avez atteint vos objectifs d'impact. Et jusqu'à là, c'était surtout des objectifs d'impact négatifs, en tout cas sur le carbone. Grâce au dividende climat, les banques sont beaucoup plus à l'aise à l'idée d'utiliser le KPI impact positif, parce que jusqu'à là, elles n'étaient pas très à l'aise. Ça permet aussi potentiellement d'accélérer des levées de fonds et d'attirer des investisseurs qui sont sensibles à ces choses-là. Peut-être que le fonds Révolution pourrait l'utiliser. Laurence, ceci n'est pas c'est un petit clin d'œil. Et enfin, notre objectif, le Graal, qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais vers lequel on travaille, c'est que ça aide les entreprises à améliorer leur valorisation financière. Donc là, il faut que vous restiez avec moi, c'est un chouïa compliqué, mais euh, l'idée, c'est que le dividende climat, c'est pas de l'argent, mais ça pourrait aider à quantifier ce qu'on peut appeler en bon jargon un goodwill. Donc le goodwill, c'est un actif intangible qui a de la valeur. Si vous achetez, bah, peut-être des... Alors, c'est un très mauvais exemple, on n'achète pas d'actions du Crédit Mutuel comme ça, mais si vous achetez des actions L'Oréal, ça doit être possible, vous allez payer la marque de L'Oréal à l'intérieur, parce que bah, ça vaut quelque chose. Mais combien? Bah, ça se discute. Peut-être que moi, je vais la payer plus cher que Fanny, parce que j'adore L'Oréal, ou parce que j'ai des synergies avec d'autres entreprises pour L'Oréal, etc. C'est ça le goodwill. Et ben aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui parlent d'une sorte de goodwill climatique, une sorte de premium vert que les gens seraient prêts à payer en théorie à compétences économiques égales, on serait prêt à payer un peu plus cher pour une entreprise qui a un impact climatique positif. Sauf que dans les faits, personne ne le paye, ou pas de manière volontaire, très peu, parce qu'on ne sait pas très bien comment le quantifier, mais aussi surtout parce qu'on ne sait pas, on ne veut pas être le seul à le payer, parce qu'en tant qu'investisseur, c'est pas trop ce qu'on cherche à faire. Et donc là, l'idée, c'est que la capacité d'une entreprise à générer des dividendes climat ou à avoir un bon ROI climatique, comme je vous le montrais tout à l'heure, ça peut être une manière de quantifier ce goodwill, ce premium, et de lui donner une valeur. Et que demain, eh ben, une entreprise qui fera des dividendes climat, elle sera plus attirante pour un financier, même quand il n'en a rien à faire de l'impact, qu'une qui n'en a pas. Alors, on n'y est pas encore, mais on y travaille. Et on a de plus en plus d'acteurs financiers qui viennent utiliser ça, que ça soit, comme je le disais, en sélection, en engagement actionnarial derrière, en prêt bancaire. Et donc l'idée, c'est évidemment de travailler à la fois en plaidoyer et en diffusion sur le marché pour que ça devienne un vrai standard de mesure et de valorisation de cette dimension. Voilà, c'était un peu intense pour un 18h30, je pense, mais j'espère que ça faisait à peu près sens et je suis à disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Laura. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait une question de Cédric qui demandait si ce type de dispositif est ouvert aux collectivités qui ont un rôle essentiel, par exemple, pour réduire des déplacements. Euh, je sais, moi, qu'il y a, enfin, en tout cas, qu'il y a des entreprises qui travaillent sur le dividende climat et qui équipent les collectivités, par exemple, avec des outils pour optimiser tous ces enjeux-là, mais ça reste quand même un sujet d'entreprise. Alors, Je veux bien préciser, pardon, ouais, vas-y, je t'en prie. pardon, ouais. Non, la question, parce que c'est vrai que les collectivités, on va leur dire, vous avez le fonds vert, mais le fonds vert, c'est un financement déjà très limité et qui est pas indexé sur l'efficacité finalement du système, enfin, en tout cas les prétendus. Et de l'autre côté, ça a un impact fort sur justement la réduction du déplacement. Si je prends moi qui suis spécialiste des territoires ruraux, ben
on voit bien que ça a un bénéfice ou un impact. Nous, on avait beaucoup travaillé la question d'une dotation aménité, c'est-à-dire que n'importe quel territoire contribue à sa manière, j'allais dire, au bilan global, par exemple en produisant de la chlorophylle parce qu'il y a des forêts, parce que, etc. Et donc aujourd'hui, c'est pas reconnu par l'État dans les mécanismes financiers, alors que voilà, tout ce type de dispositif ont des vertus quand même assez fortes sur le climat, et on voit bien Ouais, que bon, moi, qui suis un spécialiste de la maille communale, c'est quand même là que ça se passe. Et aujourd'hui, les collectivités sont pas très accompagnées là-dessus, quoi. ouais, ouais, non, tout à fait. En gros, il y a deux niveaux, nous, dans ce qu'on fait. Il y a le premier niveau que je présentais qui était de déployer le référentiel méthodo. Ça, c'est des méthodos qui sont en open source et qui sont utilisables par tous et toutes, que vous soyez un acteur privé ou pas. Typiquement, là, on essaie de collaborer avec certaines associations, par exemple dans les sujets de circularité, qui ont un impact très positif, même si elles n'ont pas d'actionnaires. Enfin, je veux dire qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des actionnaires pour être utile pour la société ou des financiers. Donc, dans cette logique-là, les référentiels méthodos, ils peuvent être utilisés par des collectivités, par des institutions publiques, par des associations, par tout type d'acteurs. Ça, c'est en tant qu'émetteur de dividendes climat. Euh, Ensuite, le deuxième levier qui peut être intéressant pour les collectivités, plus quand elles sélectionnent des projets, quand elles financent, quand elles soutiennent, et ça, c'est des choses dont on discutait par exemple avec l'ADEME, c'est de l'intégration des dividendes climat dans les critères de sélection dans les appels à projets. Ça, c'est une autre manière aussi de pouvoir collaborer. Après, aujourd'hui, effectivement, on est plus tourné sur le côté entreprise parce qu'il y a déjà quand même pas mal, il y a quand même des plus de choses sur la partie, on va dire, valorisation financière. Enfin, c'est pas exactement les mêmes logiques, mais pour être très honnête, c'est un des axes de déploiement qu'on aimerait plus pouvoir pousser à l'avenir, d'avoir des maillages, enfin, tu vois, une approche plus territoriale. Mais en tout cas, voilà, sur la partie méthodo, ça s'applique sans problème. Sur la partie certification, on l'a pas trop déployé, mais ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant. Il y a deux questions Ouais, j'ai vu les deux ensuite. autres. Si tu Ouais, veux, une je. sur comment on se croise avec du multiple capital type care. Et puis, est-ce que c'est possible pour les petites Ouais, entreprises, j'imagine, ou est-ce qu'il y a une taille minimum? ouais, pas de Je réponds peut-être à la deuxième qui est plus simple. Il n'y a pas de taille minimum. On travaille avec des entreprises qui vont d'une start-up de 10 personnes à des grands groupes comme Decathlon, ou là en ce moment sur les déchets, des Veolia, des Suez, enfin. Et on passe par beaucoup de PME et de TI qui sont quand même le cœur du tissu, enfin les TPE aussi, du tissu économique. Donc il n'y a vraiment pas de taille minimum. C'est justement aussi pour ça qu'on est dans cette logique cookbook, livre de recettes, pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément toutes les ressources de pouvoir le faire et de l'appliquer plus facilement. En revanche, pour la partie méthodo, vous en faites ce que vous voulez au moment où vous voulez. Pour vous faire certifier, il faut avoir un impact. Donc, si vous êtes tellement early stage que vous n'avez encore rien délivré, vous n'avez pas encore eu d'impact si vous n'avez fait que de la R&D. Donc, c'est pas tant une histoire de taille minimum, mais juste d'être capacité d'avoir un impact à prouver, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de taille minimum et tout s'adapte plutôt à la taille. Euh, et par rapport à la question sur la comptabilité multicapitale de type CARE, donc l'idée de reconnaître plusieurs types de capitaux et donc pas que économiques, c'est extrêmement aligné dans la philosophie, effectivement, comme je le disais au départ, c'est reconnaître d'autres types de valeurs comme d'autres types de ressources, donc pas que économiques. Et donc du coup, c'est assez cohérent globalement. On a échangé à plusieurs reprises avec eux. La petite différence, c'est que du coup, nous ce qu'on dit, c'est bah, pour qu'une comptabilité multicapitale existe, il faut être capable de mesurer ces différents capitaux. Et aujourd'hui, moi, un des retours que j'ai souvent des acteurs financiers ou un peu de marché global, c'est oui, mais ça, on ne sait pas très bien le mesurer, c'est pas hyper comparable, c'est pas hyper fiable, donc on va pas forcément trop en tenir compte. Nous, c'est vraiment ça qu'on cherche à pallier et à adresser. Donc ça, c'est, on va dire, un cran en dessous, mais qui me semble moins nécessaire pour arriver à ce cran. Et puis après, pour ceux qui connaissent bien CARE, il y a cette notion vraiment de dette qui est hyper intéressante. Nous, on cherche à plutôt reconnaître le positif, pas le négatif, mais les deux sont extrêmement complémentaires. Donc voilà, s'articule plutôt bien, mais dans les faits, on a quelque chose qui est plus concret que CARE, qui est un aspect encore assez par sa dimension très systémique qui peut rester un peu théorique parfois.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Je vois pas de personnes qui. Je veux juste réagir Oui, Laurent. sur un point qui me paraît fondamental. C'est très intéressant, je trouve, ce que Laura a présenté. Quelle que soit la solution, les deux présentations que vous avez eues, il n'y a pas de taille d'entreprise, il n'y a pas de taille critique pour faire. Et Laura vient de le dire, c'est fondamental, quoi. Parce que on veut donner le sentiment, parce que tout ça est quand même lié évidemment à des enjeux environnementaux, à des enjeux de partage de la valeur, à des enjeux démocratiques quand même. On voudrait nous vendre en ce moment que les entreprises seraient toutes déjà en train de jouer le coup d'après avec des gens qui pourraient arriver au pouvoir, qui sont pas franchement ceux qui portent nos valeurs, en tout cas les miennes. Euh, et on voudrait faire croire que le monde patronal a vrillé, etc. Et que toutes les entreprises ont vrillé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai que, quelle que soit la taille de son entreprise, on peut pas à un moment donné se préoccuper de cette transition, des choses qu'on peut faire. Et franchement, c'est vraiment fondamental sur le partage de la valeur et sur la façon d'apprécier la création de valeur et sa distribution. Euh, c'est, 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 voilà, il y a pas de taille critique qui permet qu'on puisse pas le faire. C'est plus facile. Je suis pas en train de donner des sons, hein. C'est plus facile quand vous gagnez de l'argent, quand vous êtes une grande entreprise, que vous avez, etc. Mais il y a des choses très très bien qui se font euh, dans un certain nombre de petites entreprises et qui sont insuffisamment mis en valeur. Et quand on leur apporte des solutions comme Laura vient d'apporter, voilà, c'est de ça dont on a besoin. Il y a un baromètre qui sort dans les jours prochains sur l'implication, enfin la perception des patrons de PME et de TPE sur la transition environnementale. Ce qu'ils disent, c'est pas qu'ils veulent pas le faire. C'est quand même assez derrière nous, ça. Évidemment, c'est qu'ils savent pas comment prendre le paquet de pointe. Et plus on apportera des solutions un peu concrètes, un peu clés en main. Je suis pas très bon sur l'anglais, désolé, mais comme l'a dit Laura. Plus on les Je rejoins totalement Laurent et peut-être on peut finir sur un. Moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé à une entreprise de 60 personnes, ce sont 60 électriciens, mais qui font un travail assez conséquent pour essayer d'amener tous leurs clients dans les rénovations et réparations à diminuer ce qu'ils ont besoin en termes d'électrique, de câbles, etc. Et donc, qui ont un impact environnemental finalement très concret, mais effectivement, c'est pas aussi sexy que peut-être faire des panneaux solaires, des Tesla ou je sais pas quoi. Enfin, Tesla, c'est un autre sujet, mais bref. Mais pour autant, c'est en fait un directeur de PME extrêmement engagé qui connaissait hyper bien son sujet et qui n'avait pas forcément les clés pour le mettre en avant et qui attendait juste ça, un peu voilà, qu'on lui fournisse aussi ce pourquoi il mettre en avant. Et on sentait que, voilà, en tout cas, moi, c'est un des trucs qui fait que je trouve que dans le climat actuel, qui est assez sombre et parfois assez désagréable, comme l'a rappelé très justement Laurent, euh, en fait, travailler au jour le jour avec des gens qui apportent des vraies solutions, même si effectivement, ce monsieur, il va pas changer le monde, mais en fait, chacun petit à petit, et ben, en fait, on commence à dessiner un avenir plus désirable. Et en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus enthousiasmant. Et donc, voilà, je vous invite tous à partir avec ce petit message d'espoir pour rebondir sur ce que disait Laurent. Merci beaucoup, Laura. Merci, Laurent. Merci à tous les deux pour votre intervention. On avait promis de tenir en 1 heure. Il est 19h pile. Je vous ai remis aussi dans le chat le lien vers les travaux de l'opération Milliard et notamment le dernier rapport de l'opération sur la mesure de la valeur. Et on cite Climate Dividends d'ailleurs dedans, sur différentes façons aussi de mesurer justement la valeur créée par les organisations. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Vous recevrez le lien vers le replay et qui sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de l'Opération Milliard. Faites une très bonne soirée et la prochaine masterclass arrivera en juin. On vous donnera la date dès qu'elle sera fixée. Bonne soirée à toutes et merci encore Laura et Laurent pour vos Merci à vous. interventions. Bonne soirée à tous. Merci pour Ouais. l'invitation. Au revoir. Au revoir.